Quelle réforme à appliquer par l'Union sacrée? La nouvelle coalition arrivera-t-elle seulement à faire mieux? Face à face spécial ce mercredi 17 mars, après le journal de 19h. Je reçois l'honorable Délice Sanga, président du parti Envol, membre du G13. Rentrée parlementaire, toujours sans gouvernement. Une union sacrée qui avance lentement. Honorable Délice Sanga, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes président du parti Envol, membre de l'union sacrée, membre de la majorité, vous allez nous le dire. Mais vous êtes surtout un des précurseurs G13, ceux qui ont appelé aux réformes. Est-ce que vous êtes content de la tournure que prennent les choses? Ma foi, parfois il faut bien prendre les bons côtés des choses. Notre sentiment aujourd'hui, c'est qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Il faudrait aller beaucoup plus vite parce que le temps n'est pas notre allié dans cette affaire. Mais nous avons encore bon espoir que tous ceux qui se sont réunis dans le cadre de l'Union sacrée vont accorder, comme l'a dit le président dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, une attention soutenue aux réformes que nous avons préconisées et que nous avons partagées avec les uns et les autres. On va beaucoup parler de ces réformes. Aller beaucoup plus vite, la session ordinaire vient de démarrer. Vous auriez voulu quoi? Qu'on ait déjà le gouvernement, qu'il y ait déjà des réformes en place. Aller beaucoup plus vite dans quel sens? Aujourd'hui, tout se tient, tout va se passer à l'Assemblée nationale. Qu'entendez-vous par aller un peu plus vite? Écoutez, nous pensons que l'Union sacrée a été mise en place en vue de résoudre une crise qui existait au sein de la majorité, un pays qui était bloqué. Rappelez-vous de l'appel que nous avions lancé le 11 juillet de l'année dernière dans le cadre du G13, c'était pour rappeler tout le monde à plus de responsabilités pour reprendre les choses en main. Et nous avions dressé une feuille de route dans laquelle nous avions souligné un certain nombre de réformes qu'il fallait accomplir en vue de restaurer la confiance, la crédibilité de nos institutions et permettre la tenue effective des élections à l'horizon 2023. Ceci s'est matérialisé après dans le cadre de l'Union sacrée, initiative portée par le président de la République qui a voulu, au-delà du consensus souhaité par le G13, avoir un rassemblement beaucoup plus large de la classe politique autour de certains objectifs. Et donc, la question de partage de responsabilités ne doit pas prendre en otage le processus et elle doit libérer au contraire le processus pour que, en fait, les réformes pour lesquelles nous nous sommes mis ensemble soient accomplies et soient réalisées dans le temps. Est-ce que la question du partage des responsabilités pouvait être évitée, sachant que beaucoup ont rallié une union sacrée, justement du fait de leur poids politique? L'union sacrée était intéressée par leur adhésion, par leur arrivée. Aujourd'hui, selon ce qu'elle pèse dans l'échiquier parlementaire, parce que c'est de ce Parlement que va venir le gouvernement, est-ce qu'on pouvait éviter cela? Oui et non. On ne peut pas l'éviter parce qu'en fait, il faut rassembler. Qui dit rassemblement appelle les forces politiques. Non, parce que quand on évoque cela, ça me rappelle ce que disait un de nos collègues qui nous a quittés, l'honorable Henri Thomas Lokondo, lors de la dernière conférence de presse du G13. Il disait, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir, il faut chercher le pouvoir pour pouvoir. Qu'est-ce que nous avons recherché en voulant mettre en place l'union sacrée? Nous avons recherché une majorité capable d'enclencher la mécanique de la réforme. On n'a pas voulu mettre en place une union juste pour assurer le partage des responsabilités. Sans doute qu'il faut de l'organisation, il faut partager des responsabilités. Mais ce partage ne peut pas prendre en otage l'objectif ultime pour lequel les gens se mettent ensemble. Et donc, nous disons, partage oui, partage des responsabilités oui, rassemblement oui, consensus oui, mais encore, plus que tout cela, il y a un pays à réformer. Il faut regarder le Congo tel qu'il est. C'est un pays en crise qui ne peut pas se taper comme nous le faisons aujourd'hui. 6 mois d'arrêt du pays, où les institutions ne fonctionnent pas, où l'insécurité grandit. Non seulement à l'Est, où il y a plus de 120 groupes armés qui opèrent, mais aussi
dans nos principales villes, dans ma ville de Kananga, aujourd'hui, il y a une insécurité qui bat son plein à ne pas en tenir, où vous avez des grèves qui menacent les différents services du secteur public. Les régies financières sont en grève. La situation des finances de l'État aujourd'hui, quand vous prenez la situation en ce début de mois de mars, le taux de réalisation des recettes est très faible. Nous sommes à 62% par rapport à des prévisions. Et donc, il y a des sujets de préoccupation majeures qui devraient habiter les politiques au-delà de la question sempiternelle du partage des responsabilités et de pouvoir. Oui, mais est-ce que ce n'était pas prévisible? On parle de réforme aujourd'hui. Est-ce que vous étiez au préalable, avant d'adhérer à cette union sacrée, est-ce que vous vous étiez mis d'accord sur les réformes et la manière à laquelle il fallait appliquer ces réformes? La réponse est non. Aujourd'hui, chacun des nouveaux adhérents veut donc vouloir peser de tout son poids dans ces réformes. Est-ce que vous pouvez dès lors leur reprocher d'exister, de vouloir exister, de vouloir participer? Je peux parler pour l'envol, pour le G13, et je peux vous dire qu'en ce qui nous concerne, ce qu'il fallait faire sur les réformes, nous savions ce qu'il fallait faire. Et nous avons partagé cela, et je crois qu'il y a un consensus. Oui, mais ça, c'est vous. Non, non. L'union sacrée, c'est pas G13, c'est pas la proposition de Lutundu. L'union sacrée, c'est l'idée du président. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt définir cette union sacrée, qui pouvait adhérer à cette union sacrée, pour que pareil problème de partage du pouvoir qui se pose aujourd'hui ne se posât pas? Je passe pas mon temps à me plaindre. Moi, je suis un homme d'action, j'agis, je réfléchis, je fais des propositions. Je dis ceci. L'union sacrée, le président de la République qui en a énoncé les concepts, qui a annoncé l'idée, a tracé le cadre de cette idée. Et quand vous voyez bien, ce sont les réformes qu'il faut pouvoir conduire et qui ont été élargies à des problématiques sociales pour lesquelles la prise en charge est requise ou attendue de nos populations. Donc, dire qu'on n'a pas parlé de cela, c'est quand même ne pas rendre compte de la réalité. La réalité est que notre maladie traditionnelle, partage des responsabilités, partage équitable, équilibré du pouvoir, nous rattrape à chaque fois et nous empêche de voir la réalité. On ne peut pas avoir un pays qui est en crise comme celui que nous avons aujourd'hui dans l'état où il est et considérer que le premier problème à résoudre, c'est celui du partage des responsabilités. Vous savez, si la politique a perdu de la crédibilité aux yeux de nos concitoyens, c'est généralement parce que nos concitoyens, à raison d'ailleurs, pensent que les politiques, nous passons notre temps à vouloir savoir qu'est-ce que tel ou tel autre devient, et moins de temps sur la résolution des vrais problèmes qui concernent cette population. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée de l'union sacrée, l'idée de l'union sacrée était quand même d'aller au-delà de ces clivages, c'était d'aller au-delà de ces intérêts. Parce que quoi qu'il en soit, nous sommes 100 millions d'habitants dans notre pays. Ceux qui ont la chance de représenter ce pays à l'Assemblée nationale, il y en a 500. Il y en aura... nous avions souhaité un gouvernement de 35, il y en aura peut-être 40, 50 qui seront au gouvernement. Quel que soit le dosage que vous pouvez faire, vous n'arriverez pas à satisfaire les appétits des uns et des autres. Et donc, il est tout à fait irrationnel de vouloir prendre le pays en otage par rapport à cette problématique. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite. On peut aller d'autant beaucoup plus vite que les outils de cette réforme existent. La loi sur la CENI qui a été présentée par les collègues Lutundu, dont nous avons discuté les termes. On va revenir sur ces réformes, mais attardons-nous un peu plus sur la manière à laquelle cette union sacrée est arrivée. Si tout le monde était d'accord, si tout le monde est d'accord, ça veut dire que tout le monde sait quel est le contenu de cette union sacrée, ce qui ne semble pas être le cas. Pareil problème n'aurait pas ou ne serait pas intervenu aujourd'hui. Est-ce qu'au G13, précurseur de ces réformes, précurseur de ces changements, précurseur de tout ce qui s'est passé ces 6 derniers mois, est-ce qu'au G13, on ne s'était pas dit au préalable, avant d'adhérer à quoi que ce soit, avant d'amener les uns et les autres dans une union nationale telle que vécue aujourd'hui, il eût fallu que l'on définisse les objectifs. Est-ce qu'au G13, on ne regrette pas que tout cela n'ait pas été fait avant? Non, les objectifs ont été définis. Je crois que le président, dans son discours devant le Congrès, il l'a dit.
Pourquoi il crée l'Union sacrée? Dans son message à la nation, il l'a dit. Mais le problème, il est beaucoup plus profond que ce que vous dites. Le problème, c'est une crise de confiance dans notre société. À partir de quel moment la représentativité, la représentation, est-ce que quelqu'un peut considérer qu'on appartient à un groupe qui s'appelle Union sacrée, et que quand on met en place le gouvernement qui en est l'émanation, tel peut se retrouver et tel autre peut ne pas se retrouver, et que cela fonctionne pour le compte groupe. Oui, il peut s'imaginer que c'est possible. Ce n'est pas le cas. Il pourrait s'imaginer que c'est possible s'il savait dans quelle direction on y va. Non, c'est une crise de entre confiance. Entre acteurs. Je dis, non. Avec la société, oui, mais entre acteurs d'abord. Dans la société congolaise, mais entre acteurs, il y a un problème beaucoup plus profond, c'est que il manque cet élément de confiance. Quand je vois qu'à l'intérieur de même groupe, on pourrait dire des regroupements politiques, la diversité peut prêter le flanc à ce qu'il y ait des vues différentes. Mais quand vous regardez même dans les mêmes partis politiques, j'ai suivi un parti politique qui a fait sa sortie ce week-end, je crois, et qui disait qu'ils avaient une pluralité des candidatures pour le peu de postes qu'il y avait. Vous parlez du DPS. Oui, donc vous voyez bien que le problème qu'il y a, c'est un problème de confiance à l'intérieur du groupe. Et donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec la non-prise en compte ou l'absence d'objectifs dans le cadre de l'Union sacrée. Pour nous, au niveau du G13, lorsque nous avions défini ces éléments, nous avons dit que la démarche devait privilégier la recherche d'un consensus sur ce qu'il y avait à faire, plutôt que de porter la démarche sur le partage équitable, équilibré du pouvoir, et d'ailleurs qui n'a pas fait l'objet, qui n'a pas fait partie de notre feuille de route, le partage de pouvoir. Mais qui était inévitable. Parlons des réformes, alors peut-être qu'on y reviendra, ce partage et à ce qui est en train de se passer maintenant. On parle de nombreuses réformes. Est-ce que tout le monde est d'accord sur le contenu? Il y a la réforme notamment au niveau de la CENI, qui est la première crise majeure entre le FCC et le CACH, qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce que doit être la suite de la manœuvre quand on voit le président de l'Assemblée nationale dans son discours qui appelle à la désignation des membres, et quand on voit le député Deli Sesanga, directement après ce discours, dire que le président Mbosso n'est pas dans le schéma dressé initialement? Nous sommes partis d'une crise. Nous avons défait les bureaux Mabunda pour une raison. Parce que ce bureau n'était pas perméable à un débat sur les grandes réformes qu'il fallait accomplir. Nous sommes partis sur une crise qui a commencé à dégénérer dans la rue. Rappelez-vous, mois de juillet, mois d'août de l'année dernière. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? On a dit qu'il faut des réformes avant la mise en place de la CENI. Parce qu'au-delà de la crise du système électoral, de la gouvernance électorale, il y a un problème d'organisation, d'orientation, des écueils qu'il faut pouvoir corriger. Il y a eu le rapport qui a été fait par la CENI et qu'il fallait examiner par l'Assemblée nationale, que le bureau sortant n'a pas voulu faire. Tous ces griefs ont concouru à ce que nous puissions défenestrer les bureaux Mabunda. Et donc, il serait malvenu qu'aujourd'hui, nous puissions emprunter le même sentier. D'autant que la société civile, la population, les groupes politiques dans leur ensemble considèrent globalement qu'il faut procéder à la réforme avant la désignation des membres de la CENI. Maintenant, il ne faut pas confondre la précipitation qui peut conduire certains à considérer que si on a mis en place les membres de la CENI, on accélère le processus électoral. Il peut même empirer. C'est que l'on a vu d'ailleurs au mois de juillet-août avec la désignation des Malonda, ça a commencé à empirer la mécanique plutôt que de la où il est. Donc aujourd'hui, vous avez 3 propositions qui existent, qui sont au bureau et qu'il faudrait pouvoir remettre sur table. La première, c'est la proposition Lutondola, qui est là depuis plus de 2 ans que Mabunda et son bureau avaient ignoré et qu'il faut remettre à l'ordre du jour. Il faut pouvoir la discuter. Il y a les rapports de la CENI qu'il faut pouvoir examiner parce que c'est une obligation légale. Pour une fois, montrons que nous sommes effectivement dans le cadre d'un état de droit et que les contraintes légales sont véritablement respectées et que la loi peut être discutée. Les orientations, on connaît des uns des autres, on peut arriver très vite à
adopter cette loi pour réformer la CENI. Et ça permettra de mettre en place la CENI. Deuxième élément, c'est la loi électorale que nous avons conçue dans le cadre du G13. La proposition a été déposée au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut commencer au moins le débat. On n'est pas obligé de finaliser ces débats au cours de cette session de mars. Il faut commencer le débat et peut-être que ces débats peuvent être achevés au cours de la session de septembre. Le G13 a une proposition de loi électorale. Vous êtes un peu allé vite. La réforme CENI d'abord, on n'a pas terminé. Laissez-moi finir pour que les auditeurs nous suivent très bien. Vous dites qu'il y a le Toudoula, oui, mais sur la réforme CENI, combien de propositions y a-t-il avant de passer à la réforme de la loi électorale? Il y a juste la réforme de la loi Lutundula. Pour laquelle tout le monde est d'accord à l'Union sacrée. Tout le monde est d'accord parce qu'elle a fait l'objet des discussions, des échanges avec les bureaux d'études. Nous l'avons discuté avec la société civile. Elle est contenue aujourd'hui dans la feuille de route de l'ensemble de la société civile et tous les partenaires qui interviennent dans le processus électoral. Et donc je crois que si elle est alignée, elle nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Tout le monde est d'accord là-dessus. Absolument. Sur ce contenu. Sur son contenu. Ça fait partie de avoir de nuances. Ça fait partie de la feuille de route de l'Union sacrée. Ça fait partie de la feuille de route de l'Union sacrée. Il y a donc une feuille de route à l'Union sacrée. La feuille de route de l'Union sacrée, c'est toutes les réformes qui ont été énoncées lors des consultations avec le président de la République. C'est que nous avons fait avec le G13, les consultations avec la société civile. Il y a un grand consensus sur ces questions et je peux vous assurer que sur ces orientations, nous sommes d'accord. Loi électorale, nous y arrivons. La proposition qui a été faite par le G13, dont nous pensons que le début des débats peut démarrer maintenant et être clôturé peut-être à la session de septembre, sans que cela ne puisse empiéter sur la tenue des élections en 2023. Quels devraient être les grands changements de cette nouvelle loi électorale? Avant d'arriver à la réforme de la Constitution, je sais, c'est une pétition d'envol, c'est une proposition de votre propre parti. Qu'est-ce qui devrait changer dans cette loi électorale? Mais beaucoup de choses. D'abord, sous le mode de scrutin. Les deux tours de la présidentielle? Le deux tours de la Ça, c'est la Constitution. C'est la Constitution qui devra dicter. C'est pourquoi je préfère aborder la loi électorale on va y arriver. Non, on va y arriver. Il y a le mode de scrutin, l'abandon du seuil. Électronique. Non, l'abandon du seuil. Oui, le mode de scrutin. L'organisation légale du vote électronique et non plus laisser ça au niveau de la CENI qui puisse en discuter. La traçabilité du résultat. Obligation de publication, bureau par bureau. Bureau par bureau. Et la création d'un vrai chemin qui permet de créer la preuve en ce qui concerne les résultats électoraux, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Vous avez ensuite le niveau des cautions au niveau électoral. Vous voudriez l'abaisser? L'abaisser. Parce que on a prétendu qu'en augmentant la caution, on va réduire le nombre de candidatures. Quand vous regardez 2006, 2011, 2018, on a augmenté les cautions. Peut-être parce qu'en 2018, il y a une force FCC qui a eu plus de moyens pour avoir de multiples candidats. Pas forcément. Ce sera moins le cas en 2023. Si vous mettez l'un dans l'autre et même vous divisez les candidatures du FCC par deux, ce qui est déjà gros, vous arrivez quand même dans des proportions qui sont plutôt ascendantes. Mais donc, pas supérieur à 2011. Si, supérieur. Quand même à 2011. Supérieur. À $1000 la candidature. Plutôt que $1000 la liste. Absolument. Ok, alors, donc il faut réduire cela, réviser donc le mode de scrutin, le mode pour l'élection des gouverneurs, qui devrait se faire par les députés provinciaux, mais sur base des tickets qui sont indiqués. C'est-à-dire que qui sont indiqués au lieu que les députés provinciaux, aujourd'hui, quand vous allez à l'élection de gouverneur, vous avez tout le monde qui peut se représenter. Là, dans la proposition, c'est de faire en sorte que les groupes les plus représentatifs au niveau des assemblées provinciales soient seuls qui, à certains seuils, peuvent présenter les candidats gouverneurs. Ça réduit déjà les candidats pirates ou les candidats qui viennent juste pour acheter le nombre de votes. Oui, mais ça pose problème après, à partir du moment où un gouverneur qui était dans un ticket est défenestré pour la succession de son successeur. Non, ça ne pose pas problème. Ce sera un gouverneur à grands électeurs. Pour faire simple, quelqu'un qui veut être élu gouverneur doit avoir d'abord des députés provinciaux. D'accord. Si vous n'avez pas de députés provinciaux, vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir avoir une liste au niveau
des gouverneurs. Donc ça fait que ce à quoi nous assistons, des personnages qui surgissent de nulle part et qui parfois ont échoué comme candidat député provincial dans une province, se retrouvent à la tête de ces provinces. C'est pour renforcer, c'est pour renforcer le rôle des partis ou des regroupements. Il faut renforcer les rôles de partis. Qu'on a affaibli à l'Assemblée nationale. On n'a pas affaibli à l'Assemblée nationale. Il y a eu un arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais moi je pense que notre démocratie est une démocratie qui est basée sur les partis. Les partis ont un rôle constitutionnel à jouer. Il faut pouvoir les renforcer. La loi électorale, ça devrait aussi être, en tout cas c'est le souhait de certains candidats exclus en 2018, de réouvrir la porte, notamment à Jean-Pierre Bemba. On ne fait pas une loi sur mesure. On traite des principes généraux. Dans la loi électorale, il est question de savoir quel est le régime des inéligibilités. Il y a les inéligibilités temporaires, et il y a des inéligibilités définitives. On peut être inéligible pendant 5 ans, on peut être inéligible à vie. Alors, il faudrait dissocier les deux. Dans notre régime électoral, ce principe n'est pas clair. Et donc, nous le clarifions. Est-ce qu'à l'issue de cette réforme, Jean-Pierre Bemba pourrait se présenter? On ne fait pas une loi sur la mesure de Jean-Pierre Bemba ou de X ou Y. Oui, mais on fait une loi sur le principe. Oui, il est normal. Les principes que vous voulez édicter, les principes que vous édictez pourraient permettre à Jean-Pierre Bemba d'être candidat, puisqu'il est quand même allié de l'Union sacrée. Non, mais il est votre allié de l'Union sacrée. Je ne suis pas l'avocat de Jean-Pierre Bemba. Je dis ceci, et si le principe doit lui bénéficier, je n'y vois aucun inconvénient. Je dis ceci. C'est une question de principe. Il ne faut pas personnaliser les débats. On dit, faut-il, dans un régime électoral, avoir des inéligibilités temporaires et des inéligibilités définitives? Moi, je dis oui. Il y a des inéligibilités définitives lorsqu'on a été condamné pour crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, ainsi de suite. Mais il y a des inéligibilités, corruption, qui peuvent être des inéligibilités beaucoup plus longues et peuvent être des définitives. Mais quand on a été condamné à d'autres peines, les inéligibilités peuvent être temporaires. C'est au législateur de pouvoir fixer. Parce qu'il y a des peines que l'on a purgées où la société doit considérer que la personne a payé pour la faute qu'elle a faite et qu'après elle est réinsérée socialement. Ce qui est le cas de Jean-Pierre Bemba. Révision de la Constitution. Alors, il y a eu cette pétition d'envol, vous avez recueilli plus de 100 000 signatures, donc vous êtes éligible. Retour de l'élection à 2 tours, irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, décentralisation au niveau des territoires, élection des gouverneurs, rationalisation du mode d'entrée en fonction au gouvernement. C'est une grosse révision. C'est une grosse révision, mais vous savez, j'étais étonné d'une chose, c'est que lorsque nous avons parlé des options de cette révision et que nous avons partagé déjà dans le G13 au niveau du parti en vol, mais aussi avec d'autres partenaires, il est apparu clairement que les gens étaient d'accord pour cette orientation. Et j'étais moi-même assez satisfait de voir que le président de la République, à 2 occasions, me semble-t-il, dans ses discours sur l'état de la nation, est revenu sur ces questions pour dire qu'il était favorable au retour de l'élection présidentielle à 2 tours, par exemple. Ça, c'est pour le premier. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Nous avons eu Maître Ali Chibwabwa, du barreau de Bruxelles, qui est venu ici parler. En plus clair, c'est celui qui est né congolais ne perdrait plus sa nationalité et donc cela mettrait un terme à la nationalité union exclusive. Nous sommes ouverts à la double nationalité, en tout cas à tout le moins pour les Congolais d'origine, et à l'irrévocabilité de cette nationalité. Parce que, vous savez, la nationalité chez nous est définie par l'appartenance, le fait d'être descendant de l'une des tribus qui a constitué la République démocratique du Congo et qui faisait celui-ci en 1960. Donc, il est alors inconcevable, parce qu'on ne quitte jamais sa tribu, on y appartient toujours, qu'on ne puisse pas mettre en harmonie ce principe avec celui de la détention de la nationalité. Permettre la double nationalité, permettre à ce que la nationalité congolaise soit irrévocable, mais en même temps rassurer les Congolais sur le fait que le fait de détenir une double nationalité devrait être une interdiction, c'est-à-dire incompatible pour certaines fonctions. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas avoir 2 nationalités, être président de la République ou assumer certaines charges de l'État. Et on a dit, celui qui recouvre la nationalité congolaise, parce qu'elle a perdu à un moment donné, ne recouvre
totalité, l'intégralité de tout ce droit politique à certaines fonctions, en tout cas, que en ayant un certain délai pour éviter les yo-yo dans la nationalité. Mais on ne peut pas bloquer cette question, en bloquer la réflexion simplement parce qu'on dit la nationalité une et exclusive, tout le monde pense aux plus hautes charges de l'État qui, pour le coup, seront réservées à ceux qui détiennent la nationalité congolaise à titre exclusif. Vous allez remettre donc la petite et la grande nationalité. C'est pas choquant. Il y a beaucoup de pays qui le font. C'est pas choquant. Cette distinction n'est pas choquante. Est-ce que pour cette irrévocabilité de la nationalité congolaise, tout le monde à l'Union sacrée est d'accord? C'est une pétition d'envol. Ouais, ça, c'est une pétition d'envol. Je crois que c'est un débat. Mais j'ai suivi le président de la République sur cette question de la nationalité. Il était d'accord pour la double nationalité. Dans ce qui concerne, ça pose pas de problème. Il y a beaucoup de groupes politiques avec lesquels nous parlons. Ceux qui ont quelques problèmes là-dessus exigent en fait que l'administration du pays soit améliorée, qu'un certain nombre de choses soient mises au préalable en place pour pouvoir le faire. Mais voyez-vous, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est de voir que la double nationalité, on en jouit suivant la position sociale que l'on a. Plus on est puissant dans ce pays, plus on peut avoir la double nationalité. Moins on l'est, moins on peut en faire usage. On connaît. Et vous savez, à l'époque, nous avions déniché, et nous savons dans les institutions de l'État, qui sont parfois même au niveau de l'armée, binationaux. Il y a des gens qui sont binationaux, mais parce qu'ils sont puissants, ils sont protégés. Mais les petits, eux, ne peuvent pas en faire usage. Alors il faut mettre fin à cette inégalité qui est appliquée suivant la tête du client. Tout le monde est d'accord pour les deux tours? Je n'ai vu personne qui était contre le deux tours. Le président de la République en premier, qui l'a dit officiellement, d'autres acteurs que nous avons rencontrés considèrent que le un tour a plus amené des complications, a renforcé la crise de légitimité, la crédibilité des institutions, a miné même la fonction présidentielle dans un pays qui est divers et qui appelle plus à un rassemblement lors de ce second tour que d'un seul tour. Remarquez, le Joseph Kabila de 2006, en dépit des problèmes que nous avions connus dans le processus électoral, avait été beaucoup plus légitime et beaucoup plus fort que le Joseph Kabila de 2011. Parce qu'il avait été élu au deuxième tour. Le Félix de 2018. Donc il faut absolument remettre le deux tours pour renforcer la fonction présidentielle. Vous parlez dans votre vision notamment de la décentralisation au niveau des territoires, de l'élection des gouverneurs, on en a parlé tout à l'heure, de rationalisation. Alors là, on parle de l'article 78 de la Constitution, de la rationalisation du mode d'entrée en fonction du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Que ce ne soit plus le Premier ministre qui propose au président de la République, qu'il ne soit plus investi par le Parlement? Non, deux choses. D'abord, vous passez sur un décentralisation au niveau des territoires. Aujourd'hui, quelle que soit la bonne volonté, il est impossible, matériellement, techniquement, politiquement, d'organiser les élections locales dans l'organisation actuelle. Pourquoi? Parce que le périmètre de la décentralisation est trop large. Et que nous ne pouvons pas nous payer plus de 11 000, 13 000 élus à la base. Déjà, vous voyez bien qu'avec les provinces, nous avons quelques difficultés. Donc, il ne faut pas amplifier cela. Et il faut que quand même le Congolais, au-delà de la réflexion sur la démocratie, on commence à réfléchir sur la restauration de l'État. L'État est mort dans notre pays parce que justement, on a voulu tout desserrer, considérant que cela faisait partie de la liberté. Si on veut une colonne vertébrale de l'État qui fonctionne correctement, où vous avez un État régalien qui ordonne, applique, commande, il nous faut avoir une décentralisation resserrée. Donc nous disons décentraliser les territoires, les secteurs et les chefferies resteraient des entités déconcentrées, et en ce moment-là, vous avez les villes également qui seraient décentralisées, et vous aurez alors un périmètre beaucoup plus raisonnable pour organiser la décentralisation. Et vous réduisez le nombre d'élus. Et donc le coût de la décentralisation devient faible, le coût de ces élections possibles est compatible avec nos finances publiques. Maintenant, venons-en à la rationalisation. En parlant de diminuer les coûts, certains évoquent la suppression du Sénat. Ce n'est pas envisageable selon vous? Écoutez, nous n'avons pas prévu la suppression du Sénat. Mais j'entends ce discours qui dit que pour rationaliser les coûts de fonctionnement de l'État, il faut rationaliser, donc il faut supprimer le Sénat. Mais le Sénat est en fait, on l'a détourné de sa mission. Le Sénat est là pour représenter les provinces. Dans un système où nous avons voulu des provinces régionalisées,
d'un point de vue constitutionnel, il était normal qu'au niveau national, elle soit représentée par une chambre. Et cette chambre, c'est le Sénat. C'est le Sénat. Donc, moi, ça me pose un problème de ce point de vue. Bon, mais je vous rappellerai aussi, vous savez, les assemblées provinciales sous Mobutu à l'époque, les gens n'étaient pas payés, ils fonctionnaient avec des jetons. C'est comme ça que ça coûtait moins cher. Alors aujourd'hui, on a fait un statut des élus qui est un statut beaucoup plus large et qui accorde beaucoup d'avantages. Et il faut une réflexion d'ensemble pour faire en sorte que tous ces avantages soient réduits. Vous savez, depuis un temps, nous avons parlé de la réduction du train de vie de l'État et c'est cela, les avantages que l'on accorde aux élus. Ça commence du président de la République jusqu'aux élus à la base. Rationaliser le mode d'entrée en fonction du gouvernement. On parle de l'article 78 de la Constitution. Vous voudrez quoi? Qu'il ne soit plus investi par le Parlement, que ce soit le président qui nomme directement pour éviter ce qui se passe maintenant? Alors, nous avons calculé le temps depuis que la Constitution a été promulguée. En 2006, février 2006. Le temps que nous passons pour négocier les mises en place de gouvernement. Dans un pays où nous n'avons pas d'administration, vous savez que si vous le prenez de 2006 à aujourd'hui, vous avez pratiquement 4 ans où on discute. 4 ans de marchandage sur une période de 15 ans. Politique sur... Et c'est énorme. Parce que ça prend beaucoup trop de temps. C'est plus du quart. C'est plus du quart du temps. Et nous devons rationaliser le temps et se dire que gouverner, c'est assurer au pays un minimum de services publics, c'est agir. Et donc, la réforme vise quoi? Il ne s'agit pas de supprimer l'investiture, mais c'est de réduire les effets de chantage de la classe politique sur la formation du gouvernement. Autrement dit, le président nomme le Premier ministre, le gouvernement est constitué et le gouvernement vient devant la Chambre, non pas pour écrire l'investiture, mais pour présenter son programme. Si à l'Assemblée, il y a une majorité de députés qui considèrent que ce gouvernement ne doit pas être investi, alors on les oblige à déposer une motion de censure. S'il n'y a pas de motion de censure déposée, le gouvernement est considéré comme ayant été investi et il peut continuer son travail. Donc vous voulez une entrée en fonction, une investiture automatique. Ce que j'ai constaté, c'est que il faut que ce soit clair. Non, il faut que tout le monde... Donc vous voulez une investiture automatique. Sauf opposition. Sauf s'il y a opposition. Voilà. En fait, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez des députés, vous avez des groupes qui vous disent nous, on ne va pas appuyer le gouvernement parce qu'on n'a pas tel ministère ou tel autre ministère. Ce qui est une fumisterie. En réalité, c'est de la surenchère. Mais sur cette surenchère, c'est le peuple qui paye. Parce qu'on n'a pas... Remarquez, le pays est à l'arrêt. Le pays est à l'arrêt, il ne tourne pas. Depuis plus de 6 mois, oui. Alors, bon, cette surenchère, les mêmes sont capables d'accepter même un gouvernement dans lequel ils n'y sont pas, où ils sont représentés à moins 10 ans. Donc, pour éviter que le pays, la population ne soit l'otage de la classe politique, on dit le gouvernement, le Premier ministre, quand il est nommé, il forme son gouvernement, il se présente devant la Chambre. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à déposer une motion de censure. Mais s'ils ne sont pas capables de déposer une motion de censure, dont le gouvernement travaille, on gagnera du temps et de l'efficacité dans l'action gouvernementale. C'est toujours le Premier ministre qui propose au président. Absolument, c'est le Premier ministre qui est chef de gouvernement. Le Premier ministre ne peut pas être démis par le président. Pour moi, dans l'équilibre de pouvoir que nous avons aujourd'hui, compte tenu du passé que nous avons connu dans ce pays, il faut maintenir le principe d'avoir un Premier ministre chef de gouvernement. Et tout le monde est d'accord là-dessus, sur cette proposition? Je pense que tout le monde est d'accord. Ou sera d'accord? Tout le monde est d'accord. Vous en avez déjà discuté à l'Union Sacrée? Mais écoutez, à l'Union Sacrée, c'est le président qui a fait les consultations. Et il a rendu compte de cette synthèse. Et donc, nous faisons foi à la synthèse qu'il a rendue. Et cette synthèse n'a pas fait part de ce qu'il fallait défaire le Premier ministre de sa responsabilité de chef de gouvernement. Monsieur Délicé Sanga, est-ce que vous êtes satisfait de la tournure prise par les événements actuellement? Vous parlez de chantage à la formation du gouvernement, vous parlez de lourdeur, vous parlez de... C'est vrai, le constat, c'est que ça n'avance pas aussi vite qu'on aurait pu penser que cela le soit. La question n'est pas est-ce que nous sommes satisfaits. La question est par rapport à ce que nous avions jusque récemment, avions-nous le choix que de faire autrement? Ça, je pense que nous n'avions pas le choix. Nous devrions le faire comme nous l'avons fait. Maintenant, la deuxième question, c'est celle du devoir et de la responsabilité. Devrions-nous faire mieux? Oui, il faut faire mieux.
par rapport à ce qui se passe maintenant, il faut faire mieux. Est-ce que vous pourrez faire mieux? Je pense qu'il y a lieu de faire mieux, mais ce n'est pas une affaire d'un individu. Non, est-ce que vous, l'Union Sacrée, groupe sociologique au pouvoir aujourd'hui, pourrait faire mieux? Vous savez, moi je suis optimiste des natures et je donne toujours une chance à ceux qui sont là parce qu'ils peuvent toujours... Il ne faut jamais considérer qu'on a soi-même la science infuse et pour dire que toutes les situations sont envisagées. Le maçon, on le voit au pied du mur. Oui, mais aujourd'hui, la question, c'était plus de FCC Cash parce que ça bloquait. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que les blocages existent toujours. Est-ce que vous pourrez faire mieux qu'avec le FCC Cash? Il faut que beaucoup d'entre nous guérissent de cette maladie. Je suis estomaqué, écœuré de voir que aujourd'hui, la quête de la fonction ministérielle, la quête de la position au gouvernement prend le pas sur tout. Et ça, c'est dommage. Quel rôle vous-même comptez-vous jouer dans cette future coalition? Vous serez au gouvernement? Je vais vous dire une chose. Je ne me réveille pas chaque matin en me disant, en me regardant dans les miroirs, que je vais aller au gouvernement. Au demeurant, j'ai été au gouvernement à un moment de ma vie. Il y a 15 ans de cela, j'étais ministre du Plan. Aujourd'hui, je suis plus dans le rôle de gendarme de la réforme. Et je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'être député, ça ne sert à rien. Je suis de ceux qui considèrent qu'être député, ça peut servir à quelque chose. La preuve, pour desserrer l'étau FCC Cash, on a dû passer par le Parlement. Et donc, aujourd'hui, je vais m'investir dans la défense des initiatives que nous avons prises à l'Assemblée nationale. Nous avons la révision constitutionnelle, nous avons la loi électorale, nous avons la loi sur la CENI, et il y a d'autres réformes économiques et sociales qu'il faudrait engager pour redresser la situation de nos compatriotes. Voyez-vous, nous allons chercher ces mandats à la base chez nos concitoyens qui nous le donnent, et nous devons l'honorer. Et je suis très content d'être député, et donc je serai là, en gendarme de la réforme. À l'Assemblée nationale ou au gouvernement? À l'Assemblée nationale.